Bonsoir à tous, bienvenue à notre point mensuel. Nous sommes le 29 février. Nous n'avions pas pu résister à l'envie d'exploiter cette date d'une année bissextile. Donc, pour le point de marché sur nos convictions, on va parler, une fois n'est pas coutume, beaucoup de macroéconomie, vous allez voir, et puis là, c'est plus classique d'entreprise, et puis évidemment des performances de nos fonds. Donc, Bruno et moi sommes ravis de vous accueillir au nom de l'équipe de Finaltis pour ce point du 29 février. L'avertissement, on le connaît tous par cœur, donc on peut passer, commençons très vite, par les performances. Comme notre dernier point était mi-janvier, on a souhaité faire un point à fin janvier. Donc, ce sont les performances arrêtées au 31 janvier, donc performances officielles. Nos fonds ont bien surperformé les marchés d'actions qui eux-mêmes étaient positifs avec un Nasdaq et un Eurostoxx. C'est assez rares pour qu'on le mentionne, qui sont à près de 2% de hausse sur le mois de janvier, tous deux, et un Standard & Poor's qui est à plus 1,6. Nos fonds, donc Financial Fiction Beta euro, donc fonds actions de faible volatilité sur la zone euro, plus 2,2% sur le mois de janvier. Notre fonds discrétionnaire des valeurs de croissance européenne, plus 2,4%, Financial Europe Sélection. Financial Titan, notre fonds flexi, plus 0,7% sur le mois. Notre fonds de valeur digitale mondiale, Financial Digital Leader, presque 5% de hausse sur le mois de janvier. Et puis le fonds de minières aurifères, lui, a pas mal souffert. Les minières aurifères ont beaucoup souffert, alors même que l'or, l'once d'or n'a pas, s'est bien tenu, donc moins 8% sur le mois de janvier. Si on prend le mois de février, donc ce sont les estimations, les performances estimées à hier soir, le 28 février, eh bien là encore un très bon mois, sauf pour les minières aurifères, un excellent mois même, dirais-je, pour les marchés et encore plus pour nos fonds, puisque l'Eurostoxx est à plus 3,4, le Nasdaq à plus 4,4 et le Standard & Poor's à plus 4,7. Dans ce contexte-là, Financial Fiction Beta est depuis le début de l'année, à fin février, à plus 3,2. Financial Europe Sélection, donc les actions européennes de croissance, plus 8,7 depuis le début de l'année, avec un mois de février à plus 6%. Financial Titan est à plus 2,3 depuis le début de l'année. Digital Leader s'approche et dépassera probablement ce soir plus 11% depuis le début de l'année, avec un mois de février qui approche les 6%, plus 5,7%. Et Financial Gold a continué malheureusement dans la foulée de janvier, avec un mois de février à moins 9%. Alors, on ne va pas faire tous nos fonds dans leurs propres univers, mais simplement Financial Titan dans l'univers très très large des fonds d'allocation flexible mondiaux. 1650 fonds répertoriés il y a 2 jours par la base Cantalis. On est en très légère sous-performance sur les 4 dernières semaines, en légère sur-performance depuis le début d'année, et en nette sur-performance sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 8 ans par rapport à cette catégorie très concurrentielle. Passons très vite sur un point macroéconomique. Alors, on s'est réparti les rôles, Bruno et moi, et il m'incombe malheureusement de vous attrister. Et Bruno vous réjouira ensuite. Ce sont les rôles que nous sommes répartis. Donc, je vous préviens, ce que je vais dire n'est pas très joyeux. Ça s'appelle la situation économique française. Si vous tapez Élysée sur Internet, vous verrez que sur Wikipédia, la photo qui sort en premier, c'est celle-ci. Donc, le ciel est gris et surtout, c'est même pas une voiture française qui est devant le perron de l'Élysée, c'est une suburbane de la CIA ou du FBI, j'en sais rien. Mais c'est quand même impressionnant que l'Élysée laisse des photos de ce genre-là traîner sur Internet. Donc le déficit budgétaire, la dette de l'État français, eh bien c'est une histoire, longue histoire, puisque souvenons-nous, la 4e République a chuté à cause des événements d'Algérie, comme on disait à l'époque, et aussi à cause de finances publiques qu'on qualifiait dans un état de gabegie, comme on disait à l'époque, important. Donc, De Gaulle prend le pouvoir avec une série de premiers ministres très sérieux et redresse la France, en tout cas les finances publiques de la France. Et à sa manière, discutable, mais à sa manière, résout les événements d'Algérie. Et puis, le bon travail avec des excédents budgétaires, vous voyez ces petites barres vertes, elles ne sont pas si fréquentes, positives, eh bien, ce bon travail continue plus ou moins sous Georges Pompidou, qui décède en 1974, et puis on est juste dans l'après-crise du pétrole de 1973, et donc, voilà, jusqu'à Destin prend le pouvoir, et là, on commence à creuser très, très, très sérieusement les déficits, et évidemment, la conséquence de ça, c'est que cette courbe rouge que vous voyez commence à s'envoler. C'est la dette en pourcentage du PIB, celle qui aujourd'hui est à 112% du PIB. Eh bien, elle continue
à croître très fortement, pratiquement sans arrêt. Il y a très peu de périodes de rémission. Sous les 14 ans de présidence de François Mitterrand, il y a une très très jolie accélération. Ça continue largement, à part à la toute fin des années 90 sous Jacques Chirac. Et puis, euh, Nicolas Sarkozy, bon, la crise de 2008, certes, mais enfin ça continue. François Hollande, une belle accélération également. Et puis, on a la crise du Covid, c'est-à-dire que la brisure que vous avez à la toute fin de cette courbe, un début de résorption. Et puis aujourd'hui, si on regarde les chiffres, alors on a mis évidemment les trombines de nos chers présidents qui ont l'air de se fendre la pêche. C'est tellement drôle de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, qu'on prend dans la poche des générations futures. Et donc c'est très drôle. Voilà, donc on est où aujourd'hui? Eh bien, on est à un niveau record. Si vous regardez, on va commencer par le graphe en bâton de droite, eh bien, on a pratiquement retrouvé le niveau de déficit budgétaire du Covid. C'est à se demander si on n'a pas un COVID 2023 ou 2024 devant nous, puisqu'on est sur ce niveau de déficit budgétaire. La dette de la France, vous avez ce point d'inflexion qui est marqué par le Covid, mais on pourrait éventuellement le comprendre, puisqu'il fallait, euh, entre guillemets, compenser les mesures d'assignation à résidence de l'époque, et on a atteint aujourd'hui donc 3 000 milliards de dettes, on a dépassé même 3 000 milliards de dettes. Alors, dans la zone euro, on a ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Normalement, la dette, c'est maximum 60% du PIB, et le déficit, c'est maximum 3% du PIB. Depuis 2020, avec le Covid, on a suspendu ces règles. Elles sont toujours suspendues à ce jour. Il y a des projets de réforme, et vous avez deux camps, avec quelques indécis au milieu. On va dire les cigales du Sud, camp auquel appartient la France, et puis ce que certains, et notamment chez les cigales, on appelle les frugaux, donc les fourmis travailleuses du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, bien sûr, en premier rang, qui, elles, souhaiteraient que ces contraintes reviennent au moins progressivement et qu'on aille vers un désendettement progressif. Mais bon, les cigales ont toujours plein de raisons d'accroître ce déficit, transition écologique, aide militaire à l'Ukraine, etc., etc. Certaines de ces raisons sont tout à fait valables, mais néanmoins, il faudrait réfléchir aux conséquences que ça peut avoir dans la durée. La dette publique en pourcentage du PIB, la moyenne de l'Union européenne, c'est 83%, donc on est au-dessus des fameux critères de Maastricht, le pacte de stabilité et de croissance. La France est très, très nettement au-dessus, flirtant avec les 112%. L'Estonie est à 18,5%. Ils vont avoir besoin de creuser leur dette de toute façon, puisqu'ils doivent se réarmer massivement. J'ai envie de dire malheureusement, mais c'est une réalité. Eh bien, et pourtant, la face de l'Élysée qu'on connaît le mieux, c'est le côté jardin, avec une très belle pelouse bien tondue. La France est un des pays qui serait les plus attractifs d'Europe pour les investisseurs, c'est vrai. C'est vrai, si on regarde cette attractivité sous l'angle des principaux flux d'investissement étrangers. Là, c'est les chiffres qu'on a, ceux de 2023, on ne les a pas encore, donc le CDE a publié les chiffres enfin, on a les chiffres de 2022, pas encore ceux de 2023. La France est effectivement un pays très attractif de ce point de vue-là, puisqu'on arrive en troisième position en Europe derrière la Suède et l'Espagne. Mais si on regarde cette attractivité, elle est en trompe-l'œil. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un déficit public à financer, donc nous avons besoin de beaucoup de capitaux pour financer l'endettement et le rôle de l'endettement de l'État. Et ça, effectivement, ça explique largement cette, entre guillemets, attractivité financière de la France. Malheureusement, c'est de l'argent qui se déverse pour payer les retraites des fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, les dépenses publiques, qui dépassent de très très loin les recettes fiscales du pays, puisque on est sur des niveaux de déficit public qui sont tout à fait historiques. Alors, de plus, le deuxième fléau qui frappe l'économie française, c'est un chômage de masse. Il a commencé dans les années après la crise du pétrole, en première crise du pétrole en 1973, et à part quelques périodes de relative rémission, il n'a jamais véritablement reflué. On est à 7,5% et les statistiques européennes annoncent, et l'INSEE d'ailleurs, sont d'accord pour annoncer 7,6% à peu près en prévision à la fin du premier trimestre de cette année. La moyenne européenne, c'est un peu inférieur à 6%. Et vous voyez les chiffres. Alors, il y a des chiffres qu'il faut décompter, entre guillemets. Les Pays-Bas, par exemple, ont une façon très particulière de comptabiliser leurs chômeurs. Donc, en l'occurrence, on a probablement un peu plus de chômage comparable au chômage français, sur la définition française, aux Pays-Bas que les 3,6%. Mais la comptabilité allemande, en revanche, est conforme. La comptabilité américaine nous ressemble également et on est sur moitié moins
de chômage. Donc, on est sur des pays qui sont en réalité en plein emploi. Pas très loin. Déficit extérieur, donc on a dépassé les 100 milliards de dollars de déficit du commerce extérieur. Donc vous avez la France qui, dans le paysage européen, est le plus mauvais élève en la matière. L'Irlande, c'est un cas un peu particulier, mais enfin, prenons les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, là, ce sont des cas tout à fait vertueux qu'on peut mettre en regard, en miroir, littéralement, de la situation française. Et enfin, la croissance, puisque bon, être endetté, si on a de la croissance, si on a un moteur qui fonctionne bien, ça se résorbe par la création de richesse qu'on a. Or, la variation annuelle de PIB attendue en 2024-2025 est très faible. En France, là, on a pris les chiffres de l'OCDE, pas les chiffres de Bercy, puisque vous avez tous entendu que Bruno Le Maire et ses équipes avaient revu la croissance française de 1,2 à 1%. En fait, l'OCDE est plutôt à 0,6% de croissance attendue en 0,26. On est très très loin de la moyenne mondiale que vous voyez en troisième position sur ce graphique, qui est à plus 2,9% attendu, 3% en 2024 et 3% en 2025. Bon, les chiffres indiens et chinois sont hors catégorie. Les chiffres chinois sont probablement complètement bidonnés. Les chiffres indiens, eux, en revanche, ont un fond de crédibilité, mais enfin, on n'est plus à ces niveaux de croissance-là à 0,5% annuel près. C'est une très très belle croissance de toute façon. Alors, je commence à empiéter sur le terrain de Bruno tout en restant en Europe, puisque je vais commencer à être optimiste. Pourquoi chez Finaltis, on continue quand même à investir en Europe, et notamment à investir dans les très belles entreprises de croissance européennes? Eh bien, tout simplement parce que cette croissance, elles le font dans le monde entier, et elles ne dépendent pas, en réalité, ou si peu, de la croissance française. Si on prend à tout seigneur, tout honneur la première capitalisation LVMH, eh bien, on a un chiffre d'affaires réalisé à l'étranger qui représente 92% de l'intégralité de l'activité de LVMH, et donc moins 7,7% du chiffre d'affaires réalisé en France. Ce n'est pas du tout négligeable, on parle quand même de plus de 6 milliards, mais la croissance, et notamment la croissance marginale, se fait complètement hors de France et d'ailleurs hors d'Europe. Dassault Systèmes, c'est la même chose, on est à peu près dans les mêmes métriques, en tout cas de pourcentage, hein, pas de chiffre d'affaires. Total Energy, 78% du chiffre d'affaires est hors de France, Schneider Electric, 94%. On comprend pourquoi eh bien, tout le staff dirigeant de Schneider est aujourd'hui à Hong Kong. Pas seulement parce que M. Tricouard aime l'Asie, mais parce que sa croissance marginale y est. Et le barycentre de l'entreprise, dans sa dynamique, est en Asie. Safran, donc 70, pratiquement 80% du chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. Et alors, cette croissance, elle est beaucoup drivée par les États-Unis. Et maintenant, à Bruno de vous faire sourire. Exactement. Donc, alors, on va commencer aussi par plutôt grimacer, puisque cette courbe bleue qui s'envole, c'est malheureusement la dette nationale américaine, 33 trilliards. Alors, c'est presque une vision optimiste des choses, hein, puisqu'on ne rajoute pas, bien sûr, les retraites des fonctionnaires, la santé, qui pourrait, si on additionne vraiment tout, nous emmener quasiment à 100 trilliards, donc, et des déficits budgétaires, vous le voyez, qui s'accumulent, même si les Américains n'ont pas réussi la performance des Français, c'est-à-dire de revenir à un niveau de déficit comparable à la période Covid. Un chiffre très impressionnant parce qu'il est rond, c'est 1 trilliard d'intérêts qui devront être payés par les Américains et ça très vite. Alors vous imaginez que cette projection à 10 ans dépend éminemment du niveau des taux d'intérêt, mais si on normalise des niveaux, pas les niveaux aussi hauts qu'on a aujourd'hui, mais des niveaux moyens sur 5 ans, on voit bien que là aussi la pente est dangereuse. On va sans doute, les Américains vont sans doute devoir payer 1 trilliard d'intérêts quelque part entre 2024 et 2026. Et on va arriver à 3,5% du PIB si rien n'est fait, qui sera dévolu uniquement au service de la dette. Notre point, c'est de dire que, bien sûr, être endetté, c'est inquiétant, mais ça l'est beaucoup moins quand vous avez un potentiel de croissance qui est fort. Et c'est là où la différence se creuse entre les États-Unis et l'Europe. C'est que si on prend un peu de hauteur sur les 20 dernières années, la croissance du PIB a juste rien à voir entre les États-Unis et l'Europe. Et les gains de productivité qui vont sans doute encore s'accélérer avec l'émergence de l'IA sont vraiment du côté américain.
Bien sûr, la conséquence de tout ça, c'est que c'est la réalité du terrain, la réalité des chiffres et des résultats. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les 15 plus grosses entreprises, alors on a pris l'angle de la capitalisation boursière, mais si on avait pris l'angle des bénéfices ou du chiffre d'affaires, on arriverait à un classement qui serait pas très loin de celui-là. Donc sur les 15 plus grandes sociétés du monde par la capitalisation boursière, il y en a uniquement 3 qui ne sont pas américaines. Et vous voyez qu'en plus, facteur aggravant, j'aurais tendance à dire, ces entreprises sont dans des secteurs à forte croissance, à forte création de richesses, qui est le secteur de la technologie. Alors, bien sûr, pendant certaines périodes, on résiste mieux en Europe, aussi parce que on est dans des pays où la part du PIB liée aux dépenses publiques est plus importante. Donc, ça peut rendre service dans des périodes de tension ou de très forte hausse des taux d'intérêt ou période Covid. Mais la réalité, c'est que très, très vite, la dynamique américaine et de la dynamique des grandes sociétés de croissance américaines s'exprime et que vous l'avez entendu, c'est quelque chose dont on nous parle, on va dire, depuis 15 ans, 20 ans, le retour à la moyenne, c'est-à-dire un jour les marchés européens vont rattraper les marchés américains. Nous n'y croyons pas du tout. La réalité, c'est que c'est pas un problème de bourse, d'indice boursier, c'est un problème de masse de profit et la masse des profits. Et chez Finalty, s'il fallait résumer notre process qu'on met en œuvre dans les fonds, dans les mandats, c'est toujours aller vers les profits et les entreprises les plus profitables. Et ben, de ce point de vue-là, c'est bien sûr l'Amérique qui l'emporte et qui risque de l'emporter pour les mois et les années à venir. Donc, bien entendu, l'intelligence artificielle, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine aujourd'hui. Donc, non seulement aujourd'hui, notre statut de colonie numérique des États-Unis est bien connu de tous, se dégrade, puisque aujourd'hui, l'IA est vraiment l'apanage de l'Amérique. Mais même si on regarde à l'autre bout du spectre, au travers des startups, on voit bien que l'IA de demain, où l'IA émergente est aussi beaucoup plus américaine que française, et même des pays beaucoup plus petits que la France tirent leur épingle du jeu mieux que nous, et les pays européens en général sont un peu à la traîne, pour pas dire beaucoup. Donc là aussi, très concrètement, ben, on voit que les besoins d'IA sont énormes, hein, puisque l'IA, alors on aura l'occasion, on vous en a beaucoup parlé, on vous en reparlera encore beaucoup, pour une raison simple, c'est que chez Finaltis, on voit l'IA comme plus important même qu'une révolution industrielle, puisque pour la première fois, la réalité, c'est qu'on va cohabiter avec une nouvelle espèce pensante. Donc, l'Homo sapiens n'a plus le monopole de la pensée. On a des ordinateurs qui pensent. Alors, heureusement, les ordinateurs n'ont pas de sentiments encore. Ils peuvent pas tomber amoureux, ils peuvent pas verser une larme devant un beau paysage ou un opéra de Verdi. Mais la réalité, c'est c'est au-delà de la machine à vapeur. C'est vraiment énorme ce qu'on est en train de vivre et c'est très concret, hein, puisque les LVMH, Procter Gamble, Kering, Novo Nordisk, etc., ont besoin de plus en plus d'infrastructures d'IA pour délivrer la prestation à leurs clients, pour faire de la recherche. Et à chaque fois, bah, les entreprises européennes se tournent bien entendu vers des entreprises américaines qui sont les plus opérationnelles en IA. Alors, on a mis un petit pouce vert en bas à gauche pour noter quand même que SAP tire très très bien son épingle du jeu de cette vague d'IA, mais voilà, la réalité, c'est que la grande majorité des sociétés européennes doivent faire appel à des entreprises américaines ou taïwanaises. Donc l'adoption de l'IA est très très rapide en Europe, mais elle se fera sur des technologies américaines pour l'essentiel aujourd'hui. Là aussi, l'aspect très concret de l'IA, hein, qu'on a vu, donc la bascule, hein, je vous le rappelle, c'est 22 novembre 2022, c'est la mise en production de ChatGPT, donc le commun des mortels d'un coup découvre ce qu'est l'IA. L'IA, ça existe depuis 50 ans, le deep learning, tout ça est bien connu, mais en fait, il y a une bascule au niveau infrastructure, c'est-à-dire pour la première fois, on a l'infrastructure grâce à Nvidia et grâce à un certain nombre de sociétés Alphabet, Microsoft, etc. On a enfin la puissance de calcul qui permet au commun des mortels, vous et moi, de mesurer la puissance de l'IA. Et très très vite, ben, on voit des
licenciements liés à l'IA, et c'est des licenciements assez contre-intuitifs on les voit se réaliser dans des sociétés qui font énormément de profit, mais tout simplement qui disent, bah, écoutez, nous, on utilise tellement bien l'IA qu'on est capable aujourd'hui de faire une partie du travail qu'on demande à nos collaborateurs avec des robots. Et donc, on a les premiers licenciements IA, SAP, hein, par exemple, elle a dit très clairement dans son communiqué de presse, nous utilisons beaucoup l'IA pour nos clients, nous utilisons aussi beaucoup l'IA pour nous. SAP, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 106 000 salariés, ils en ont mis 8 000 à la porte grâce ou à cause de l'IA. Donc voilà, comme toute révolution industrielle, et comme on vous le dit, pour nous, c'est encore plus qu'une révolution industrielle, il y aura du plus et il y aura du moins. On pense que le solde sera positif et c'est ce dont on essaye de vous convaincre depuis quelques mois et probablement encore à l'avenir. Alors, un tout petit point valeur pour finir sur une énorme valeur, hein, Microsoft. Pourquoi Microsoft? Parce que c'est un titre qui est au cœur de nos mandats, au cœur de nos fonds, et c'est une histoire incroyable qui ne doit pas tout à un homme, hein, bien sûr, beaucoup à son fondateur, Bill Gates, mais vous vous rappelez que Microsoft était en situation d'échec il y a une dizaine d'années, et Satya Nadella est arrivé avec de nouvelles idées, un nouvel style de management qui a très très bien profité à Microsoft. Alors pourquoi on met Microsoft au cœur de nos portefeuilles? C'est tout simplement parce que chez Microsoft, on a tout ce dont peut rêver un investisseur. On a de la croissance, de la visibilité, de la diversification. Vous le voyez dans le camembert en bas à gauche, Microsoft s'occupe aussi bien de l'utilisateur chez lui, dans son bureau, dans sa cuisine, que des contrats gouvernementaux avec du cloud intelligent pour des administrations ou des grandes entreprises. Donc, le gros avantage pour un investisseur d'être sur une société comme Microsoft, c'est que vous n'êtes pas trop cyclique. Vous avez en fait différentes activités qui répondent à différents cycles, qui permettent de lisser la croissance du chiffre d'affaires, surtout que ce chiffre d'affaires s'exprime essentiellement au travers d'abonnements. Donc, c'est très, très stable. Tous les mois, Microsoft, on est bien placé pour le savoir chez Finazis, puisque comme beaucoup d'entreprises dans le monde, le principal, on paye 11 euros par homme, par utilisateur, à la grande maison Microsoft tous les mois, et peut-être bientôt beaucoup plus, puisque vous le savez, il y a des solutions d'IA qui seront plutôt autour de 30 euros par utilisateur, et on voit le potentiel qu'il y a sur cette société. Donc les barres bleues, c'est la croissance du chiffre d'affaires de Microsoft. Donc chaque année, bien entendu, la même rengaine, mais comme Microsoft a beaucoup monté en bourse l'année dernière, comme le chiffre d'affaires a beaucoup monté, l'année prochaine, ça va forcément se tasser. Bah, en fait, ça se tasse jamais et ça a plutôt même tendance à accélérer. Donc, hommage à Satya Nadella, hein, qui a créé beaucoup de valeur, un peu pour lui, mais surtout beaucoup pour les actionnaires, hein, puisque c'est un tout petit actionnaire de Microsoft. Et hommage quand même à Steve Ballmer, qui avait fait pas mal de bêtises, mais qui a eu, je dirais, la grandeur d'âme de garder ses actions Microsoft, même si sa sortie est assez humiliante. Certains d'entre vous se rappelleront que le jour où on annonce le départ de Steve Ballmer, le cours de Microsoft monte de plus de 10%. Et il a gardé toutes ses actions, contrairement à Bill Gates, hein, qui en a vendu beaucoup, et il se retrouve aujourd'hui, grâce à ça, et grâce au travail de Satya Nadella et des dizaines de milliers de salariés de Microsoft, il se retrouve à la tête d'une fortune de 100 milliards. Donc bravo Steve d'avoir été beau joueur, voilà, aujourd'hui il peut acheter des équipes de basket et des équipes de foot américains. Voilà, donc là on voit la création de chiffre d'affaires et de bénéfices par ces deux hommes, et Satya Nadella bien sûr affiche des chiffres vraiment très impressionnants. Donc, il a ce côté bienveillant, beaucoup moins agressif que Steve Ballmer. Il faut rappeler quand même il est arrivé chez Microsoft environ 18 000 personnes. Hein, donc, bon, au début, le travail, il l'a fait. Donc, le deal Nokia était un deal raté, initié par Steve Ballmer. Satya Nadella l'a soldé. Et derrière, il a eu cette vision remarquable de dire, plutôt que d'aller courir après Apple sur les téléphones, plutôt que d'aller courir après Google sur les moteurs de recherche, allons vers la prochaine révolution et soyons les plus rapides, les plus agiles sur la prochaine révolution. Et la prochaine révolution, c'est le cloud, et maintenant le cloud intelligent.
Et bon, Satya Nadella va sans doute passer la main hein, dans les années qui viennent, mais son dernier très très grand coup visionnaire, on peut le dire, c'est en 2019 d'avoir investi 11 milliards de dollars chez OpenAI. OpenAI, c'est une société qui a gagné l'année dernière 2 milliards. Donc, vous imaginez à peu près la valorisation d'une société qui fait 2 milliards de profits sur une année avec des croissances vertigineuses. Euh, c'est clairement entre 50 et 60, ça peut être 50 fois le chiffre d'affaires, ça peut être 50 fois les résultats ou 70 fois les résultats, on ne sait pas trop, mais clairement, Microsoft contrôle aujourd'hui 49% d'OpenAI, qui est une société qui devrait, s'il était IPO dans les mois qui viennent, elle ne le sera sans doute pas, devrait valoir entre 100 et 150 milliards. Donc, bravo l'artiste, c'est assez remarquable et ça permet à Microsoft d'être vraiment un des leaders de cette révolution IA. Alors, parlons un peu de nos fonds. On va successivement évoquer donc Finaltis Titan, Finaltis Efficient Beta, Finaltis Digital Leader et Finaltis Gold. Donc, Finaltis Titan, un fonds SFDR8, donc intégrant les critères extra-financiers dans son logique d'investissement, est en hausse de plus de 2,3% depuis le début de l'année. C'est un fonds flexible investissant sur les valeurs de croissance mondiale et on a été très actif ces derniers temps. Exactement. Donc, Finaltis Titan, un fonds prudent en action. Oui, on peut être prudent en investissant sur les actions. Prudent pourquoi? Parce qu'on investit que sur des actifs de très grande qualité. Et prudent pourquoi? Parce sur des valorisations qui, en instantané, peuvent paraître un peu élevées, on a tendance à prendre nos profits de manière assez rapide. Donc, sur le mois, comme le disait Denis, on a été très actif. On a pris des profits en totalité sur des titres qui avaient bien monté et on voulait un peu passer à autre chose puisque c'est dans un monde où les taux courts restent autour de plus de 5%. Il est important d'avoir un potentiel de croissance top line, croissance des revenus assez élevé. Les Givaudan, AB InBev, SGS, Reckitt sont des superbes sociétés, mais qui clairement sont des bons proxy, ont des croissances, je dirais, relativement faible et du coup se retrouve en concurrence frontale, on va dire, avec des placements monétaires, ce qui n'est pas du tout le problème, bien sûr, sur un Visa, un Microsoft dont on parlait à l'instant. Donc voilà, ce bon argent, puisque ces sociétés ont monté entre 15 et 30% sur les derniers mois, on l'a investi sur des sociétés qui nous semblent plus adapté au cycle actuel, en tout cas celui qui se dessine en 2024. On a reconstitué une position importante en Apple. Alors, il y a une très bonne nouvelle sur Apple ces derniers jours, vous l'avez peut-être vu, c'est l'abandon du projet Titan, donc rien à voir avec Finatis Titan. Et Titan, c'est tout simplement le projet de voiture autonome chez Apple qui a occupé jusqu'à 5000 personnes. Hein, donc, il y a eu un communiqué très officiel qui a bien sûr été relayé par ce bon Elon Musk, avec un petit smiley rigolo. Apple renonce à l'aventure de la voiture. Bien sûr, Apple est dans les produits discrétionnaires, un peu chic, un peu valorisants. Pour les gens qui ont des voitures qui valent un peu cher, vous savez que ça coûte en crédit à peu près le prix d'un iPhone tous les mois. Donc ça intéressait beaucoup Apple, mais ils n'ont pas les datas, ils n'ont pas la compétence, donc ils abandonnent ce projet. Ils vont mettre à la porte 2500 personnes sur ces 5000 et les 2500 autres vont aller, comme par hasard, vers l'IA générative, puisque Apple prépare un très très gros projet aussi en IA sur les semaines à venir. Donc c'est du point de vue de l'actionnaire que nous sommes, on est plutôt content que Apple n'aille pas vers la voiture autonome, qui est un sujet très difficile. On le sait, il n'y a que 2 constructeurs automobiles aux États-Unis qui n'ont jamais fait faillite, c'est Ford et Tesla. C'est dire la difficulté de prospérer dans ce secteur. Voilà, donc sur Titan, vous voyez qu'il y a un mélange de sociétés très, très traditionnelles, de sociétés technologiques,
toutes les sociétés sont sur des valos sur lesquels on est très confortable et sur des titres qui sont un peu envolés récemment. Je pense à Nvidia, bien sûr, je pense à Meta. Bah, on est un peu moins confortable sur les valos. Donc aujourd'hui, ces titres ne sont pas présents dans le portefeuille. Donc ce qui marque bien le profil un peu plus prudent de Titan par rapport à d'autres process qu'on va vous exposer. Alors, Financial Digital Leader, fonds multithématique. Pourquoi? Puisque la digitalisation de l'économie touche tout. Sous l'angle de la digitalisation, il est possible de trouver de nombreux thèmes nous, on en répertorie une douzaine de sous-thèmes sur lesquels on investit. L'intelligence artificielle en est un, mais un seul seulement. Et on est à près de 11% de hausse depuis le début de l'année. Le fonds est SFDR8 avec une approche originale sur l'intégration des critères extra-financiers. Pourquoi? Puisque le monde de la digitalisation impose d'adapter également à ce qu'il est ces critères extra-financiers. Donc, on a été actif également. Également actif ce mois-ci. Alors, il se trouve qu'on a écrété pas mal de lignes, vous le voyez, qui sont des titres qui ont tous très très bien performé. On n'a rien vendu en totalité, mais il s'agissait pour nous de faire de la place pour un titre dont les résultats ont été un peu moins bien pris par le marché. Alors, c'est toujours le jeu des guidance donnés par le management par rapport aux attentes du marché, par rapport au chuchotement, les whisper numbers qui nous disaient que Dassault Systèmes allait forcément battre les attentes, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Mais tout ça ne doit pas nous éloigner des sujets fondamentaux qui sont de savoir, et c'est la question qu'on se pose dans un fonds comme Digital Leader, est-ce que Dassault Systèmes est un actif ou une entreprise d'avenir? Et la réponse, selon notre analyse, c'est bien sûr oui. Donc, sur le mois, Dassault Systèmes nous coûte quand même 47 centimes. De l'autre côté, Meta, Nvidia et Palantir. Palantir, c'est une petite ligne, c'est d'autant plus voilà, satisfaisant qu'elle se retrouve en la deuxième plus grosse contribution du mois. Palantir a sorti un nouveau, donc c'est une société américaine d'armes digitales, très liée au gouvernement américain, qui ne vend pas ses solutions ni aux Chinois ni aux Russes, donc c'est une société assez particulière et qui voit son développement auprès, non pas du gouvernement, mais auprès des corporates exploser avec une solution d'IA. Alex Karp l'a dit très clairement dans plusieurs conférences depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, chez Palantir, ce sont des appels entrants. Nous n'avons plus à prospecter. Voilà, c'est le rêve, je pense, de toute entreprise d'avoir les clients qui appellent pour être équipés. Donc, Digital Leader est un fonds digital euh, on va dire, orienté défensif. Alors, défensif dans le digital, ça ne veut pas dire que ça ne baisse pas. Hein. C'est un fonds qui a pas mal baissé en 2022, comme beaucoup d'autres fonds, mais moins que des fonds qui se concentrent sur des actifs qui n'ont pas forcément de profitabilité. Donc, vous voyez le top 10, mais c'est le cas aussi du top 30 de tous les titres du fonds Digital Leader. Tous les titres du fonds gagnent de l'argent. Et dans le monde du digital, aujourd'hui, il y a deux styles qui se dessinent. Les gérants qui font du digital très en avant, très forward sur des boîtes qui font du chiffre d'affaires mais pas forcément de résultats, et un style plus défensif comme le nôtre où on a besoin absolument d'avoir du concret en bas du compte de résultats. Voilà, donc ça, c'est un style qui a bien fonctionné l'année dernière et qui fonctionne bien, voire très bien depuis le début de l'année. Alors, l'Europe, quelle devient notre gestion en Europe? Finalis Europe Sélection, donc notre gestion discrétionnaire des valeurs de croissance en Europe. Donc, il y a des titans, bien sûr, dans ce portefeuille, mais il y a aussi des impétrants titans, des valeurs qui sont des leaders mondiaux, mais qui ne sont pas encore des titans, des Moncler, par exemple, qui sont dans ce portefeuille et qui se portent bien, plus 8,7% depuis le début de l'année. On a là aussi, alors été un peu moins actif évidemment dans Titan, mais actif. Exactement. Mm. Donc, bien sûr, il y a un air de famille parfois entre nos fonds, même s'ils sont très, très différents, mais ce serait plutôt curieux si on voyait une opportunité, une très forte opportunité sur Dassault Systèmes dans Digital Leader qu'on ne reflète pas dans Europe Sélection. Donc, ce qui a été le cas. On a sur
on a fait une vente sur Sika, qui est un titre un peu plus cyclique dans la chimie. On n'a pas trop le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais bien sûr, on a une thèse d'investissement qu'on tient à votre disposition là-dessus. Donc, on a préféré, on reviendra sur Sika plus tard. On a pris quelques profits aussi sur Ferrari, qui a un parcours absolument fabuleux, qui a annoncé des résultats fabuleux, et on a pris ce bon argent pour l'investir donc Dassault, Pernod, et initier une ligne sur Air Liquide. Et on l'a fait bon, avant des résultats en forme de bouchon de champagne annoncés par ce pilier des portefeuilles européens et français. Donc, sur Europe Sélection, qui fait un début d'année très, très dynamique, comme l'a dit Denis, on a des valeurs européennes. Donc, voilà, on n'a pas désespéré ni de la France ni de l'Europe. Ce sont des valeurs souvent très mondiales, mais voilà, sur le mois, donc Dassault Systèmes et la déception du mois, et Ferrari est vraiment la très, très bonne nouvelle du mois. Et vous voyez qu'on a voilà, on est très très divers en termes de secteurs, avec un biais sectoriel très assumé, beaucoup de santé, beaucoup de biens de consommation et pas mal de technologies. Alors pour finir, Finaltis Gold, donc notre fonds spécialisé sur les minières aurifères, c'est un fonds SFDR8, donc il intègre les critères extra-financiers, c'est même une part essentielle de son processus d'investissement, puisque le choix que nous avons fait chez Finaltis, c'est de conférer une approche patrimoniale à cet investissement dans les minières aurifères. C'est un actif de diversification dans un portefeuille patrimonial. On a le souhait dans ce portefeuille d'éviter au maximum, et sans mauvais jeu de mots, les accidents, que ce soit évidemment des accidents opérationnels dramatiques dans les mines, et des accidents évidemment sur les marchés des actions. Alors néanmoins, ça reste un univers très particulier, assez étroit, hein, en capitalisation boursière. C'est assez petit, surtout à l'aune des méga caps du digital, par exemple. Et ça reste un fonds très volatile, une quarantaine de pourcents de volatilité annuelle depuis le début de l'année. Donc, on a enquillé 2 mois qui sont négatifs, fortement négatifs, et on a une performance cumulée depuis le début de l'année de moins 17%. On voit arriver quelques flux là sur ce fonds, parce que certains de nos confrères et de nos investisseurs professionnels du patrimoine et de l'investissement pense qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant dans une approche sur l'or et les minières aurifères, en tout cas telle que nous la pratiquons. Pourquoi? Eh bien, puisque si les taux baissent, eh bien, il devrait y avoir un booster qui va s'allumer pour cette gestion. Ça reste néanmoins une gestion très volatile. Alors, de quoi parlons-nous sur ce fonds? On parle d'investissement dans les actions de grandes minières, essentiellement aurifères, mais avec 2 types d'actifs de diversification. D'une part, des grandes minières généralistes qui ont une activité sur l'extraction de métaux précieux, et notamment d'or. C'est le cas de Rio Tinto, qui est en 2e position sur le portefeuille. Donc une très très grande minière, une des plus grandes minières au monde. Sur les critères, c'est la première ou la 2e au monde, et dont l'activité aurifère, si elle était spin-offée, serait probablement dans les 3 premières minières aurifères mondiales. On a un 2e type de diversification possible vers les autres minières de métaux précieux, argentifères, palladium, platine. Certaines de ces investissements, certains investissements dans le portefeuille, sont plus focusés sur ces autres minières. La première position, c'est Franco-Nevada, qui est un portefeuille en fait de droits miniers, donc c'est un portefeuille en lui-même diversifié de droits d'extraction. C'est un très beau business model, très intéressant, très résilient, en tout cas aussi résilient qu'on puisse l'être dans un univers par définition bourré d'incertitudes. La raison pour laquelle géographiquement on est très marqué par l'Amérique du Nord, et notamment le Canada, ou l'Australie, c'est que nous évacuons et nous interdisons d'investir dans les entreprises qui ont des sièges sociaux dans des pays ne respectant pas les meilleures pratiques en matière extra-financière. Et nous excluons également les entreprises qui ont leur siège et qui ont des pratiques avérées dangereuses, ce qui nous a valu donc cette classification SFDR8, puisque nous cherchons en premier lieu à éviter les dangers principaux extra-financiers dans l'extraction minière, qui sont la pollution des sols, la pollution des eaux, et la mise en danger des populations locales dans le périmètre d'extraction, parfois un périmètre très large. On a tous en tête des cas absolument dramatiques de comportements totalement
insupportables de la part de certains opérateurs. Les mines dans lesquelles nous investissons sont des mines qui sont à cet égard et à tous égards au niveau des meilleures pratiques mondiales. Ça a un avantage, en plus de la satisfaction de faire les choses aussi délicatement que possible, ça a la satisfaction de réduire le risque d'accident boursier, là, en l'occurrence. Et ces mines sont ces actions minières sont très sujettes à des accidents, puisqu'il y a énormément d'aléas dans cette activité et des news flows qui sont assez denses et parfois très mauvais. Voilà, donc ce qu'on voulait, Bruno et moi, évoquer aujourd'hui avec vous. Il nous reste quelques secondes pour vous remercier de votre attention, vous remercier de votre confiance, par vos témoignages de confiance en investissant dans nos fonds ou en nous interrogeant sur ce que nous faisons. On a énormément de projets et de sollicitations. Merci à vous pour ces sollicitations, qu'il s'agisse de fonds dédiés typiques ou de construction de portefeuilles à base de produits structurés sur nos valeurs, nos plus belles valeurs avec capital garanti. On a des propositions intéressantes. On a été également sollicité pour des délégations de gestion massive de PEA. N'hésitez pas à nous solliciter. Finaltis, nous investissons beaucoup en actions, beaucoup en titres vifs, et nous nous appuyons sur une longue histoire de contrôle des risques pour bâtir des solutions réellement adaptées, réellement dédiées. Voilà, merci à tous, dans toute l'équipe de Finaltis, et rendez-vous la 3e semaine, ou peut-être 4e, c'est pas encore défini, du mois de mars, pour notre prochain point mensuel. Bonne soirée. Merci. Merci.